Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence intitulée « L'Union européenne, le débat interdit », qui revient sur les 20 années qui ont suivi le rejet par référendum du projet de constitution européenne en 2005. Ce non massif à 55% au traité constitutionnel européen, qui a finalement été adopté 2 ans plus tard lors de la ratification du traité de Lisbonne, est toujours vécu comme une trahison démocratique majeure, si ce n'est un point de rupture. Depuis, la construction européenne s'est poursuivie et chaque crise du fonctionnement de ces institutions a justifié une intégration toujours plus approfondie, malgré le rejet populaire persistant. Les tentatives pour lui redonner du souffle ont été nombreuses, à travers des discours fondateurs, par exemple, comme le discours de la Sorbonne du président Emmanuel Macron, qui s'est tenu en 2017, puis en 2024, à quelques dizaines de mètres de cet amphithéâtre Richelieu où nous nous trouvons. Plus récemment, au travers de la proposition de Green Deal, supposée verdir l'Europe, mais aujourd'hui totalement tombée dans l'oubli, à travers la volonté de bâtir l'Europe de la défense, tantôt annoncée à hauteur de 800 milliards d'euros de dépenses en réarmement, pour être finalement ramenée il y a quelques jours à seulement 150 milliards d'euros. Malgré tous ces efforts, le rejet de l'Union européenne actuelle demeure vivace. Des sondages récents montrent que plus de 3/4 des Français ne sont pas favorables au projet européen tel qu'il est mis en place actuellement. La moitié d'entre eux ne considèrent pas que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne chose pour les Français. Et seulement 1/4 des Français associent l'Europe, l'Union européenne, à une source d'optimisme ou de confiance. Plusieurs sondages ont aussi suggéré que si le référendum était réorganisé 10 ans ou 15 ans plus tard, le résultat n'en serait pas changé pour autant. Pourtant, aucun camp politique n'incarne publiquement cette rupture existant dans l'opinion avec les institutions européennes. La critique de l'Europe est certes devenue banale, presque consensuelle, mais sans aucun débouché politique réel. Les discours se durcissent par moments, mais aucune perspective de transformation radicale n'émerge. C'est dans ce contexte que le média Le Vent se lève a choisi ces dernières années de documenter par de nombreux articles et de nombreux entretiens les soubresauts de la construction européenne. Sa conviction est que le fossé, révélé en 2005, ne s'est jamais refermé. Il s'est même creusé entre les classes populaires, soumises à une régression historique, et les classes supérieures qui en tirent parti, avec un centre européen, principalement allemand, qui accumule des excédents commerciaux se chiffrant en centaines de milliards d'euros, et une périphérie frappée par des politiques d'austérité et par l'affaiblissement de long terme que représente la désindustrialisation qui en découle. Pour rappel, l'industrie française ne représente plus que 17% du PIB français, contre 22% en 2005, alors que l'industrie allemande s'est maintenue, elle, à un niveau de 26% du PIB depuis 2005. Le projet d'Union européenne a également réduit l'indépendance stratégique du continent, comme l'illustre l'alignement sur la politique étrangère états-unienne en Ukraine, puis la tétanie sur ce même dossier ukrainien, consécutive au supposé revirement américain à la suite de l'élection de Donald Trump, ou encore l'impunité totale accordée au colonialisme israélien et aux responsables du génocide à Gaza. Cette dépendance économique, industrielle, énergétique est induite par les choix européens de ces dernières années et semble se traduire par davantage d'austérité dans les années à venir, en approfondissant donc les lignes de fracture ouvertes en 2005. Ce soir, nous allons prendre le temps d'explorer ces dynamiques à travers les regards croisés de nos invités, qui ont chacun documenté, à leur manière, les impasses institutionnelles, historiques et géopolitiques de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Anne-Cécile Robert, bonjour. Vous êtes directrice adjointe du Monde diplomatique, professeure à l'Institut des relations internationales stratégiques, autrice cette année d'un ouvrage important sur les organisations internationales qui s'intitule « Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales », paru chez Armand Collin.
Benjamin Morel, bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas, spécialiste du droit constitutionnel. Vous avez publié très récemment Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme aux éditions Passé Composé. Marlène Rosano-Grange, bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, vous êtes docteur en relations internationales, chercheuse en sciences politiques au laboratoire Printemps, spécialiste de la manière dont l'édifice européen a été façonné, et vous publiez très prochainement Une histoire mondiale de la construction européenne aux éditions Amsterdam. Merci encore à vous d'être ici, et entrons dès maintenant dans le cœur du sujet. Alors, Anne-Cécile Robert, vous avez rédigé de nombreux articles relatifs à la construction européenne dans Le Monde diplomatique. Dans l'édition du mois d'avril, vous avez rédigé un article s'intitulant « Une défense commune, vraiment ?» Point d'interrogation. Alors, estimez-vous que face à l'essoufflement du projet européen, l'antagonisme actuel avec la Russie pourrait lui fournir un second souffle crédible au moment où planerait une incertitude quant à l'engagement des États-Unis d'Amérique sur le sol européen? Est-ce que ça... Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup d'organiser ce débat et cette discussion dans un cadre aussi apaisé, qui va nous changer des fausses polémiques qu'il y a un peu partout et des affirmations bizarres qu'il y a sur les plateaux télévisés par les fameux experts en expertise qui ont des avis sur tout et qui leur permet de dire un peu n'importe quoi. Vous posez toutes les questions importantes sur la construction européenne et en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, j'ai pensé à 2-3 choses qui vont amener à la réponse à votre question. La première, c'est qu'on utilise souvent une expression qui est construction européenne et il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est une véritable construction, c'est-à-dire quelque chose qu'on a fabriqué politiquement, mais qui aurait très bien pu avoir un autre visage. Et il faut insister là-dessus parce que la manière dont on nous présente les enjeux européens souvent est une manière obligée. Il n'y a qu'une seule voie possible, il n'y a qu'une seule Europe possible, c'est ce traité-là et pas un autre. Comme s'il y avait quelque part un chemin naturel, logique, qui conduit à l'Europe dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est complètement faux. La construction européenne est une véritable construction, c'est-à-dire qu'à chaque moment, des choix ont été faits, on aurait pu en faire d'autres, et on peut illustrer cette affirmation de différentes manières. La première, c'est déjà le territoire européen à 27 États, il était à 28, on va peut-être passer à 30. Bah déjà là, on voit qu'on est dans la pure création, dans la pure invention, puisqu'il n'y a à aucun moment dans l'histoire, dans le passé, une construction qui a eu ce périmètre-là. L'Europe de Charlemagne, qui sert de référence aux fondateurs de l'Union européenne, n'allait pas jusqu'aux États baltes, par exemple. Donc ce périmètre-là, il est déjà une invention. Et je dis ça parce que ça a des implications en matière de politique étrangère, dans les rapports avec la Russie, dans les rapports avec les États-Unis. Et quand on regarde les grands traités qui ont été adoptés depuis le début de la construction européenne, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on aurait pu faire d'autres choix. Je pense par exemple à l'acte unique européen, un grand traité de 1986. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce traité qui a accéléré la construction du marché commun. Il a été précédé de grands débats entre les États membres, certains disant il faut faire une relance politique de l'Europe. Il y avait le projet Spinelli en 1984, qui était un projet plutôt fédéraliste, mais qui proposait une Europe politique. Il y avait le projet de relance par l'économie qui va l'emporter, comme vous le savez, qui était le projet de Jacques Delors, le président de la Commission européenne, qui l'a imposé en utilisant son rôle, sa situation de président de la Commission européenne avec le fameux livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur. Et au passage, faut que je fasse attention à l'heure, à pas trop développer, mais en 1986, la plupart d'entre vous n'étaient peut-être pas là, on nous a présenté ce traité comme souvent. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est un simple traité technique. Ça n'a pas de conséquences. Alors qu'en fait, c'est une véritable machine à déréguler et à accélérer le libéralisme.
Pareil pour le traité de Maastricht en 1992. Il y a eu un débat dont on n'a pas souvent conscience entre l'Europe politique. Les Allemands voulaient une Europe politique, alors évidemment axée sur le modèle allemand. Les Français, portés par Mitterrand, voulaient une Europe économique, notamment dans l'idée d'affaiblir l'économie allemande. Finalement, tout ça s'est terminé par un traité qui va créer l'euro, la monnaie unique. Mais là aussi, il y avait débat, monnaie unique, monnaie commune. Aujourd'hui, on fait comme si il était absolument logique qu'on ait choisi une monnaie unique, c'est-à-dire la disparition des monnaies nationales. Pas du tout. Il y a eu un vrai choix politique, à mon avis désastreux, mais qui a abouti au choix de la monnaie unique. Et à chaque fois, des choix. Donc j'insiste là-dessus, parce que ça veut dire que si on a fait des choix à un moment, on peut en faire d'autres. Et il faut se sentir totalement libre de discuter de la construction européenne, des choix qui ont été faits, des orientations, notamment le rapport à l'économie, le rapport au fédéralisme, etc. Donc ça, c'est la première chose. On est face à une véritable construction qui est donc un objet politique que les citoyens sont tout à fait en droit de s'approprier pour le critiquer, le remettre en cause, éventuellement pour confirmer qu'ils sont d'accord ou, au contraire, pour dire qu'ils sont pas d'accord et faire autre chose. La deuxième idée qui me semble importante de partager ce soir, c'est le caractère profondément anti-politique de la construction européenne. Je pense que Benjamin Morel va nous parler de la démocratie, mais il y a une étape avant qui est la destruction de la politique, c'est-à-dire la capacité pour des citoyens de décider, après un débat libre et raisonné, comme disait Condorcet, de ce qui est l'intérêt général, de ce qui est le bien commun. C'est ça la politique, c'est la discussion sur la définition de l'intérêt général, du bien commun, de ce en quoi on veut se projeter en tant que communauté. Et toute la construction européenne, c'est de détruire ça, par exemple en écrivant des choses dans des traités qu'après on ne pourra pas modifier, avec la fameuse méthode de l'engrenage. Vous inscrivez le marché commun dans les traités. Après, pour revenir dessus, c'est hyper compliqué parce qu'il y a une négociation diplomatique à 27. Et donc, il y a une espèce d'effet de cliquer, vous pouvez pas revenir en arrière. Et ça, c'est pas un hasard, ça a été pensé comme ça par ceux qu'on appelle abusivement les pères fondateurs. Il n'y a pas de mère fondatrice en passage, je dis ça, peut-être une place à prendre. Ils l'ont conçu parce qu'ils voulaient effectivement que la construction européenne ne fasse qu'avancer, qu'elle ne puisse pas revenir en arrière. Et pour certains d'entre eux, comme Jean Monnet, il y avait une détestation de la souveraineté de l'État, une détestation de l'État-nation. Alors, sauf dans le cas de Jean Monnet, quand il s'agissait des États-Unis, là, il trouve que l'État, c'est très bien et que le pouvoir de l'État-nation, quand c'est américain, c'est bien, mais quand c'est en Europe, c'est pas bien. Et cette idée qu'il fallait donc confier le pouvoir à des autorités techniques, dont la Commission européenne est le symbole, qui sont supposés, au nom de la technique, incarner une espèce de bien objectif. Vous voyez, c'est objectif parce que c'est technique, comme si la technique était neutre. Mais c'est ça qui habite la création de la Commission européenne, c'est cette idée que la technique est neutre et que donc, objectivement, on va avancer vers la construction de l'Europe en éliminant tous les sujets de discussion. Alors ce mythe de la technique objective, il est très vivace aujourd'hui, d'où le rôle excessif des experts dans notre démocratie, quand ils se refusent à être soumis au suffrage universel. Mais ce mythe, pour mémoire, il a été dénoncé dès 1957, lors de la ratification du traité de Rome, par un député français un peu oublié maintenant, qui est Pierre Mendès France, qui était un député radical, un grand résistant par ailleurs, quelqu'un qui avait fait la France libre, rejoint le général de Gaulle, etc., et qui a voté contre la ratification du traité de Rome en disant explicitement ça, que au nom de la technique, en fait, la Commission européenne et la Communauté européenne va faire de la politique à notre place. Et ça, il dit en tant que démocrate, je peux pas l'accepter. Donc c'est un discours que vous trouvez facilement et que vous pouvez relire. Donc toute la construction européenne va aboutir à dépolitiser, tuer le politique. Et vous ajoutez à ça le rôle très important de la Cour de justice de l'Union européenne,
qui va constitutionnaliser les traités. Normalement, ce sont des traités, donc les États restent les maîtres du jeu. Hein, vous connaissez le principe, hein, les États ratifient des traités, et s'ils sont pas contents, ils s'en vont. Alors en théorie, c'est toujours le cas, sauf que dans l'Union européenne, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui a transformé les traités en constitution, très difficile à remettre en cause, et qui, c'est très bien décrit par un juriste allemand qui s'appelle Dieter Grimm, qui était membre du tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe. Et concrètement, ça veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, toute seule, que le droit européen n'était pas du droit international, que c'était un droit autonome, un ordre juridique propre, selon ses propres termes, ce qui veut dire qu'elle se permet de l'interpréter comme si on était dans un État. Et donc, elle va systématiquement donner raison aux institutions européennes contre les États. Interpréter extensivement tout ce que disent les traités, notamment le marché commun, et interpréter restrictivement tout ce qui concerne la souveraineté des États. Mais ça, elle le fait de son propre chef. Hein. C'est-à-dire que elle l'a décidé sans que ce pouvoir lui ait été conféré, elle se l'est arrogé. Et ça a des conséquences très concrètes, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les constitutions n'étaient plus des normes suprêmes et qu'elles devaient s'effacer devant le droit européen. Ce qui est complètement faux, hein, mais j'entends beaucoup de gens répéter ça, y compris des gens, alors là c'est de gauche comme de droite, qui disent ça, je ne vais pas citer des noms, il est peut-être encore un peu tôt dans la soirée, mais sinon je vais balancer quelques noms, de gens qui sont supposés être des grands démocrates, des gardiens des droits de l'homme, et là j'emploie exprès cette expression, qui nous disent que la Constitution n'est plus la norme suprême et que le droit européen l'emporte. C'est pas vrai. C'est juridiquement faux, mais il y a une opération politique de la part de la Cour de justice de l'Union européenne soutenue par la Commission pour nous faire croire ça, de manière à détruire définitivement la souveraineté nationale, qui est le dernier rempart que nous avons aujourd'hui pour nous affirmer en tant que peuple. Donc voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais tout fonctionne pour qu'on ne puisse pas discuter, pour qu'on ne puisse pas avoir de débat politique et que tout nous soit imposé au nom des traités, au nom de la technique, avec des phrases cultissimes. Ça y est, je balance des noms, mais là je vais commencer en douceur. François Hollande, vous vous souvenez, au moment du traité de Lisbonne, il a eu cette phrase cultissime. C'est le meilleur traité qu'on puisse avoir compte tenu des rapports de force qu'il y a entre les 27 pays membres. Alors c'est vrai que François Hollande est connu pour sa capacité à construire des rapports de force contre ArcelorMittal, contre les puissants. Donc c'est vrai que si lui il nous dit que le rapport de force est défavorable, il doit avoir raison. Bon, I am plaisanting, of course. Mais voilà, donc la diplomatie comme moyen de tout bloquer. Avec le nec plus ultra, c'est que de la perversité, c'est que l'Europe devient le substitut à la politique pour certains. C'est-à-dire, vous vous souvenez de François Mitterrand, exit le socialisme, vive l'Europe. Donc il remplace le projet européen, il remplace le projet socialiste par le projet européen. À droite, pareil. Jacques Chirac, qui en 78 fait l'appel de Cochin, qui critique l'Europe fédérale, etc. À un moment donné, c'est raconté par Marcel Gaucher dans Le Malheur français, Jacques Chirac estime que si on veut être président, il faut absolument être pour l'Europe. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais, et voilà, lui aussi, donc à droite comme à gauche, l'Europe remplace la politique. Et le comble de la perversité, comme je commençais à vous le dire, c'est qu'on nous fait avaler les traités européens, non pas au nom de ce qu'ils sont, mais au nom de ce qu'ils pourraient être. C'est-à-dire, je me souviens de Jacques Delors en 1992 pour le traité de Maastricht. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas très social, mais c'est un socle. Et après, il y aura l'Europe sociale. Et pareil pour le traité constitutionnel. Bon, c'est vrai, bon, c'est un peu libéral, c'est un peu militariste, mais c'est une base. Après, il y aura l'Europe sociale. Après, il y aura l'Europe politique. Donc voilà, on nous demande sans arrêt, depuis des années, des blancs-seings, au nom de quelque chose qui n'est pas, mais de ce qui pourrait être. Et une fois de plus, de cette manière, on détruit la politique. Et on arrive à une situation qui n'a pas été choisie, qui n'a pas été voulue, et qui est, ça va être mon dernier point par rapport à la question que vous avez posée,
immaîtrisé maintenant, qui n'est plus du tout maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est effectivement rentré dans une logique de l'engrenage, avec des institutions qui existent dotées de pouvoir, et qui cherchent finalement, indépendamment de la réalité, à se perpétuer comme pouvoir, quel que soit le discours qu'elles tiennent. L'idée, c'est de rester un pouvoir et de continuer à régenter la réalité. Et en matière de politique étrangère et en matière de diplomatie, on a un tête-à-queue spectaculaire, puisque la construction européenne est supposée avoir été élaborée pour nous préserver de la guerre. Faire l'Europe, c'est faire la paix, disait Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950. Et on a maintenant l'idée que pour que l'Europe existe, eh bien, il faut faire la guerre. Et c'est le discours de certains de nos chefs d'État, c'est le discours de Madame von der Leyen. C'était déjà une idée, allez hop, on continue à balancer des noms, en 2008, de Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles, qui avait dit, donc en 2008, c'est écrit, il l'a écrit, il y aurait rien de mieux qu'une bonne guerre pour souder le sentiment européen et faire, comme pour les États-nations il y a quelques siècles, créer un sentiment européen. Et bien là, on y est, avec une commission européenne, des États membres, qui sont dans une logique belliciste, parce que, vis-à-vis de la Russie en particulier, beaucoup moins vis-à-vis des crimes commis à Gaza par l'État d'Israël, mais dans cette idée que la logique de guerre va créer un sursaut qui va unir, dans une espèce de patriotisme, les populations, les 500 millions d'Européens, derrière un projet européen qui ne les convainc pas. Alors il y avait déjà eu une tentative comme ça au moment du Covid, qui avait lamentablement échoué assez vite, puisque la Commission européenne, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà présidée par Ursula von der Leyen, avait dit l'Europe va vous protéger de la pandémie, et en fait il s'était rien passé, les États ont géré ça eux-mêmes, mais c'était déjà cette idée de créer un sentiment d'adhésion. Et là, en matière de politique étrangère, l'inquiétude, à mon avis, est justifiée de notre part en tant que citoyens, parce que il y a un choix de la guerre qui est fait. Il y a des situations dans l'histoire, je sais pas, 1939 par exemple, où la guerre est la seule chose à faire, parce que vous avez Adolf Hitler, bon là, comme le gars il n'a pas envie de faire autre chose que de taper et de détruire des gens, bon ça s'impose un peu. Mais il y a des tas de situations, et je pense qu'on vit une situation comme ça, où la guerre n'est pas l'issue fatale. Et malheureusement, y compris sur les plateaux télé, on voit beaucoup plus de généraux que de diplomates. Et il y a beaucoup plus, alors c'est un peu des généraux d'opérette, comme chez Offenbach, le général Boum Boum, etc., qui ont jamais vu, pour certains d'entre eux, une arme à feu, mais qui en parlent avec beaucoup d'autorité. Et donc, c'est la guerre, c'est la force. Et quand on regarde l'histoire du continent européen depuis 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, on voit bien qu'à certains moments, on aurait eu besoin de plus de diplomates et d'un peu moins de ces gens qui avaient envie, mais je pense que vous en reparlerez mieux que moi, de s'imposer finalement par la force. Donc là, il y a un choix de la guerre sur des bases irréalistes. Irréalistes parce que on fait, si je reprends les mots de Madame von der Leyen elle-même, la guerre, on veut faire la guerre au nom de la lutte contre le mal, puisque c'est le genre de terme qu'elle emploie, pour protéger notre civilisation, nos valeurs. On va faire la guerre contre le mal, pour nos valeurs. Et ça, on le fait comment? Donc en s'opposant à la Russie de Vladimir Poutine. Bon, ça, on peut voir à peu près que c'est un régime autoritaire, mais on le fait en soutenant un pays, l'Ukraine, qu'on présente comme le poste avancé des valeurs européennes. C'est là que je dis que c'est complètement irréaliste, parce que si du point de vue du droit international, l'Ukraine est la partie attaquée qui mérite d'être défendue, puisqu'elle est agressée par un État, on peut quand même pas dire, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, que c'est le temple des valeurs européennes. C'est une démocratie chancelante, corrompue, qui est extrêmement fragile. Et donc c'est en ce sens que je dis que c'est un discours irréaliste. On pourrait dire, si on était plus réaliste, qu'on défend l'Ukraine pour nos principes.
C'est déjà suffisant. C'est-à-dire le droit international, l'intangibilité des frontières. Ça, ce sont des principes. Et là, effectivement, il n'y a pas photo. Il y a un agresseur, un agressé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de bâtir un discours complètement irréaliste qui va avoir des conséquences très graves, puisqu'il s'agit, et vous avez vu la décision de l'Allemagne il y a quelques jours, d'autoriser le bombardement en profondeur du territoire russe. Et on le fait, encore une fois, irréalisme, sans avoir un coup d'avance. C'est-à-dire, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun plan de paix, aucun plan stratégique de quels seront nos rapports futurs avec la Russie, parce que, à moins de vouloir faire disparaître la Russie de la carte, la Russie sera là après la guerre. Donc il n'y a pas le moindre début de vision de ce que seront les équilibres du continent européen après la guerre, mais ça n'empêche pas de continuer à avancer, de taper, et c'est normal qu'il n'y ait pas de vision commune. Parce que dans une Europe à 27, il ne peut pas y avoir de vision commune. Il y a trop de divergences. Il y a des divergences historiques, il y a des divergences géographiques, il y a des divergences politiques. On le voit, là, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une force d'interposition. Les Italiens ne veulent pas y aller, les Polonais non plus. Les Anglais ont finalement décidé de ne pas y aller. Il n'y a que Macron qui a très envie d'envoyer des soldats sur le terrain. En fait, on est d'accord sur rien. On est d'accord sur rien. Parce que nos histoires sont différentes, parce que en tant que Français, mais c'est pareil pour les Espagnols, les Portugais ou les Grecs, on a plus de sujets de préoccupation avec la Méditerranée, avec l'Afrique ou le Proche-Orient qu'avec l'Europe de l'Est. On comprend que c'est un problème pour les Allemands, on comprend que c'est un problème pour les Polonais, évidemment pour les États baltes, mais nous, c'est un problème secondaire pour nous. Je ne dis pas que c'est pas un problème, mais on crée de fait une hiérarchie qui ne repose pas sur une analyse géopolitique, mais sur un engrenage de faits et de pression. Et vous avez remarqué qu'on a confié les rênes de la politique étrangère de l'Union européenne à Madame Kallas, qui est une Estonienne, et que le commissaire à la défense est un Lituanien. C'est-à-dire des gens qui ont un contentieux historique avec la Russie, qu'on comprend très bien. À leur place, on aurait sans doute peur. Mais automatiquement, ça oriente la politique étrangère. Et donc, je ne dis pas qu'au bout du compte, il ne faudrait pas arriver là où on est. Je conteste la manière dont on y arrive, qui est la logique aveugle du canard sans tête, en écoutant les excités de toutes les causes. Et sans se poser tranquillement à regarder ce que seraient nos intérêts. Et après, ce qui est quand même spectaculaire, l'Europe s'étonne de ne pas être à la table des négociations, mais elle s'est placée du côté des belligérants. Des pays comme la Turquie, on en pense qu'on en veut, mais ils ont, tout en soutenant l'Ukraine, se sont placés dans une position de médiateur. Non, on ne peut plus. On est rentré dans un... Donc on se prive de la possibilité de parler. Et tout est comme ça. Aucune vision politique, mais un espèce d'engrenage qui devient complètement fou. Avec, au bout du compte, un risque réel de guerre, et de guerre générale. Parce qu'il y a l'engrenage, et puis je vais m'arrêter là parce que le temps qui m'est imparti est maintenant écoulé. Moi, ce qui me fait très peur dans tout ça, c'est l'accident. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça dégénère. Et je vous invite à regarder les enquêtes sur le sabotage de Nord Stream 2 pour voir à quel point il y a des gens qui ont envie que ça dégénère. Et donc, à un moment donné, on se met, quand on est aussi va-t-en-guerre, quand on est aussi extrémiste, dans la main de ceux qui peuvent, par un accident, tout faire dégénérer. Beaucoup de guerres ont commencé comme ça. Et donc, il est temps de se poser, de refaire de la politique, de recréer un espace de discussion sur quels sont les intérêts géostratégiques de l'Europe, parce que pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie. Si vous regardez la boussole stratégique de l'Union européenne adoptée en mars 22, c'est un catalogue, il n'y a aucune hiérarchie. Donc voilà, l'urgence, c'est refaire de la politique, repolitiser, en créant, comme on le fait déjà ce soir, un espace de discussion pour savoir comment on analyse la situation et où on veut aller et avec quels moyens. Merci.
Merci à Anne-Cécile Robert pour votre analyse. Alors je vais donner la parole à Benjamin Morel. Vous avez souvent analysé la manière dont les électeurs français se sentent contournés dans le contexte politique actuel. Peut-être pourriez-vous nous éclairer davantage sur le rôle joué par la construction européenne, par les institutions européennes, dans la perte de légitimité de nos propres institutions, et notamment compte tenu de son éloignement des préoccupations populaires. Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation et merci d'être là aujourd'hui alors que cet anniversaire du 29 mai 2005 a finalement fait assez peu de bruit. Alors beaucoup d'entre vous étaient sans doute en couche-culotte, voire même pour certains pas nés en 2005. Moi j'étais né, j'étais pas non plus très très haut, j'avais 15 ans et j'ai malgré tout le souvenir de cette campagne. C'est la première fois que je collais une affiche, évidemment plutôt pour le nom, sinon je ne serais pas là avec vous ce soir. Et le pays a été à ce moment-là en effervescence. Il y a eu une vraie effervescence démocratique. Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui, ou on ne mesure plus, la manière dont dont les Français se sont saisis de l'objet. Une anecdote très personnelle peut-être pour commencer, je viens d'un milieu très populaire. Ma mère a voté Jean Lassalle la dernière fois. Elle avait déjà voté Jean Lassalle. Avant, elle votait Jacques Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches et qu'en Auvergne, on aime bien ça. Un jour, je la vois rentrer à la maison, j'ai donc 15 ans, et à l'époque un peu militant sur ce sujet, mais très clairement, j'en fais pas profession en famille, et je la vois arriver avec l'Humanité, Le Figaro, Le Monde et je sais plus quel canard, et je lui dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vais voter, c'est important quand même, je m'informe. Des gens qui n'étaient pas politisés, à ce moment-là, se sont saisis de l'objet européen. Ils se sont profondément saisis de l'objet européen. Ils ont réfléchi, on peut dire, ils ont bien ou mal voté selon ses convictions. Néanmoins, ils ont voté en conscience. Des enquêtes que je donne assez souvent, mais prenez les sondages CSA à l'époque. La cote de popularité de Jacques Chirac, président à l'époque, est de 36% au mois de novembre, elle est de 36% au mois de mars. Entre-temps, enquête IFOP cette fois, le oui au TCE est passé de 65 à 45%. Les Français n'ont pas voté contre Jacques Chirac. Actuellement, on reparle de référendum, et chaque fois que vous êtes invité par des politiques ou en plateau télé, on dit « oui, mais le risque plébiscitaire ». Et il n'y a pas eu de plébiscite en 2005. Et ma mère, qui finalement a voté non, elle adorait Jacques Chirac. D'ailleurs, je lui offre des mugs Jacques Chirac à intervalles réguliers. Oui, ne jugez pas. Elle adore ça, elle en fait la collection. Donc, dire « non, madame, vous avez voté contre Jacques Chirac », vraiment, vous n'êtes pas quelqu'un de raisonnable. Vraiment, soyons sérieux. Bon, maintenant on revient entre adultes, on est 3 ans plus tard, et on va faire passer le traité par d'autres voies. Vous êtes bien déchaînés, mais in fine, entre adultes, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose, parce que l'Europe, c'est important. Ça a été un vrai poison démocratique. 2008, il se passe 2 choses. 2008, il se passe ce qui nous réunit en partie aujourd'hui, c'est-à-dire le traité constitutionnel européen qui devient le traité de Lisbonne et que l'on ratifie par voie parlementaire. Et il se passe également la réforme constitutionnelle de 2008. J'ai vu 2-3 étudiants à moi ici, s'ils ne savent pas ce que c'est un problème. La réforme constitutionnelle de 2008, on ripolline la Constitution, on modifie, sans en modifier fondamentalement les équilibres, la moitié des articles de la Constitution, et on rajoute un truc que vous connaissez sans doute un petit peu, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée, le fameux RIP, qui porte très bien son nom. Le RIP, c'est une usine à gaz. En Italie, quand vous voulez faire un référendum d'initiative citoyenne, l'Italie, vous savez, ce pays exotique très très lointain, avec une population qui n'est pas du tout la même que la France en termes de nombre, eh bien, il vous faut 500 000 signatures. En France, il en faut 4 900 000. Et si jamais vous arrivez à réunir vos 4 900 000 signatures, ce qui est quasiment impossible, à ce moment-là, il n'y a pas forcément de référendum. Il y a un référendum si et seulement si le Parlement, non pas rejette le texte, mais renonce à l'examiner. Imaginez que le RIP sur les retraites soit arrivé au bout avec les 4 900 000 signatures, le Parlement aurait eu le choix entre examiner et à ce moment-là, adieu, la démocratie, on ne soumet pas le texte à référendum, alors vous avez quand même 10% du corps électoral, il faut y aller, ou bien décider de soumettre le texte à référendum, mais évidemment vous aurez dit les marchés, etc.
Donc on a créé une usine à gaz, mais on l'a créée de manière concomitante, parce qu'en fait, 2008 est un double traumatisme d'un point de vue démocratique. Traumatisme des citoyens qui tout d'un coup ont eu le sentiment que leur vote ne signifiait plus rien. Traumatisme d'une grande partie de la classe politique qui a considéré que le référendum et les gens qui votent, c'est quand même super dangereux. Bon, on va leur donner un peu de référendum d'initiative citoyenne, mais il ne faut pas que ce soit utilisé. Et d'ailleurs, ça a été pensé, conceptualisé pour ça. Hein. Quand vous discutez à l'époque avec ceux qui ont pensé la réforme constitutionnelle de 2008, très clairement, c'était leur idée, et ils n'ont pas échoué en la matière, preuve en est. Donc ce traumatisme-là, il est aujourd'hui fondamentalement ancré. Hein. Et quand vous prenez des enquêtes qualitatives, etc., le spectre de 2005, il revient. Il revient avec l'idée que, au fond, voter ne sert à rien. Voter, mais à quoi bon? Ce voter, mais à quoi bon, c'est, je dirais, le premier héritage très lourd de 2005. Le deuxième héritage, c'est voter, mais à quoi bon? Parce qu'au fond, que peut la politique? Je suis constitutionnaliste, comme vous l'avez dit, et souvent quand on vient voir les constitutionnalistes, c'est un peu comme quand vous allez voir vos généralistes, on dit la démocratie est malade, docteur, prescrivez-moi une réforme constitutionnelle. Alors là, on arrive et on dit, bon, on pourrait mettre un peu de référendum d'initiative citoyenne, etc. Moi, je ne suis pas un turiféraire de la Ve République, je peux vous trouver plein de trucs à améliorer. La Ve République n'est pas l'horizon indépassable de notre pensée. Toutefois, vous n'expliquez pas par la Ve République pourquoi aujourd'hui, des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Suède, il n'y a pas un État qui va bien démocratiquement. Si on a des démocraties occidentales qui sont malades, ce n'est pas d'abord un sujet d'organisation des institutions. C'est un sujet de potence politique, de capacité du politique à agir sur le réel. Si je pense que le politique, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit en termes d'organisation antipolitique pour l'Union européenne, si vous pensez que le politique ne peut pas agir sur le réel, vous avez 3 actions efficaces. Soit vous considérez que si le politique ne peut pas agir sur le réel, je me replie sur ma petite personnalité, etc., et je m'abstiens. Soit je considère que je vais agir dans mon cadre le plus restreint, et ce cadre le plus restreint, ça peut être la communauté, ça donne le communautarisme, ça peut être la localité, ça donne le localisme, ou bien je considère qu'il y a un système et que je dois envoyer un grand coup de pied dedans, et ça donne ensuite l'autoritarisme ou une forme délétère de populisme, même si on pourrait en débattre. Je sais qu'ici, on peut considérer en effet qu'il y a des formes vertueuses de populisme, mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. Et donc, si je pense que le politique ne peut pas agir sur le réel, eh bien, je rentre en crise politique. La notion de représentation, on la replie souvent sur la notion de représentativité. On dit, un système qui est représentatif, c'est un système dans lequel les dirigeants ressemblent aux dirigés. En fait, dans la notion de représentation, il y a une double idée. Il y a certes la représentativité, il faut que le dirigeant ressemble au dirigé, mais il y a également la capacité d'agir au nom de celui qui est représenté. Si je ne peux pas agir efficacement au nom de celui qui est représenté, eh bien je ne représente plus rien. Je suis simplement une forme d'incarnation, une forme d'émanation, une forme d'image, mais je ne représente pas. La représentation politique implique l'action. Or, l'Union européenne a été pensée d'abord et avant tout comme étant une organisation qui est une organisation antipolitique, qui n'est pas là pour stimuler l'action, mais au contraire pour la réduire, qui n'est pas là. Il y a une forme de mésinterprétation, de mécompréhension par rapport à l'Union européenne. On dit si on est plus nombreux, on va faire plus de choses. En fait, pas forcément. Pas forcément, parce que dire si on est plus nombreux, on va faire plus de choses, impliquerait que nous soyons en capacité de faire collectivement des choix. C'est quoi qui définit une démocratie? Ce qui définit une démocratie, c'est d'abord des procédures, mais c'est également l'existence d'un souverain qui peut être représenté. Autrement dit, un peuple. Et un peuple politique, pour arriver à l'entendre, pour arriver à le comprendre, eh bien, ça va impliquer que, tour à tour, nous puissions nous trouver dans la majorité ou dans la minorité, et que nous puissions considérer que, eh bien, si jamais nous sommes dans la minorité, nous n'y sommes pas de manière structurelle. C'est déjà ce que développait au XIXe siècle John Stuart Mill. Si jamais la France est dans la minorité, par exemple, si demain nous devons rentrer en guerre contre la Russie,
L'accepterions-nous parce qu'il y aurait eu un vote au sein de l'Union européenne et qu'après tout, nous étions minoritaires? La réponse est probablement non. Ce qui montre que là-dessus, la conscience collective, la conception du souverain, l'importance du choix reste au niveau national. Et c'est au fond ce que dit une institution archéo-communiste extrêmement velléitaire qui s'appelle la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui, lorsqu'elle dit qu'il ne peut pas y avoir vraiment de démocratie au niveau européen, ne fait que constater cela. Or, ce point-là doit poser la question d'une démocratie qui serait possible au niveau européen. L'autre élément, je l'évoquais, qui pose des problèmes d'un point de vue démocratique, ce sont les procédures. Quand vous regardez l'organisation de l'Union européenne, le seul pendant en droit constitutionnel qu'on pourrait trouver, c'est peut-être la charte de 1814, la charte de la Restauration, avec un monopole de l'initiative législative qui appartient, dans la charte au roi, là à la Commission. Avec un rôle du Parlement européen, on fait une campagne tous les 5 ans pour les élections européennes, on dit tout ça est très très important, oui évidemment c'est important, il faut voter, etc. Mais au fond, quels sont les pouvoirs du Parlement européen? Ils sont relativement réduits. Ce sont des pouvoirs relativement réduits. Si vous déposez un amendement au Parlement européen qui n'a pas l'aval de la Commission, il va falloir qu'il y ait l'unanimité au sein du Conseil, autant vous dire que c'est mort. Donc on a une structure qui en elle-même, du point de vue de la délibération politique, n'est pas la structure d'un régime parlementaire et d'une démocratie moderne. C'est pas vrai. C'est une forme d'apparat. Mais l'apparat est dangereux. Parce qu'en fait, dans l'apparat, il y a une forme de contradiction. On dit, l'Europe, ça doit être politique, donc on va aller voter, vous allez faire des vrais choix structurants lors des élections européennes pour savoir où va l'Europe. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, et ça a bien été évoqué, cette Europe va évoluer dans la lignée des traités, et que ces traités sont à la fois extrêmement précis et en même temps donnent lieu à des grandes marges d'interprétation. Là aussi, les quelques étudiants qui sont là, vous le savez, ne croyez pas dans le mythe du juge infaillible. Le droit, c'est de l'interprétation. Et sur la base des mêmes dispositions juridiques, à 70 ans d'intervalle, la Cour suprême américaine interdit la ségrégation et l'autorise. Avec la même disposition conventionnelle, je peux produire des choses complètement divergentes, selon l'interprétation qu'on en a. Et en effet, si je retiens une interprétation théologique guidée par le but d'une union sans cesse plus étroite, je peux vous prendre un truc et tout d'un coup, faire quelque chose qui n'avait pas du tout été inventé, envisagé par les États quand ils ont signé, parce que ça aussi c'est l'argument, non mais les États l'ont bien voulu, ils ont fait passer le traité. Oui, mais souvent les États ne l'ont pas tout à fait voulu, et si les Anglais ont râlé pendant des années, c'est que justement la jurisprudence de la CJE n'allait pas vraiment tout à fait dans le sens de ce qu'avaient pensé les négociateurs anglais quand ils avaient signé. Quand on a eu l'arrêt en 2020 sur la question des 35 heures dans l'armée, vous avez là aussi un archéo-communiste anti-européen ultra-révolutionnaire qui s'appelle Édouard Philippe, qui a pris sa plume pour écrire une tribune dans Le Monde en disant « c'est pas normal ». Oui, en effet. Donc il y a quand même une question qui est une question d'une Europe qui est un ordre juridique, et cet ordre juridique extrêmement constructif s'impose aux politiques qui eux-mêmes ont pensé dans un premier temps décider quelque chose, et souvent avec une forte grande naïveté, parce que quand vous êtes juriste et que vous rencontrez des politiques, bien souvent le discours c'est non, mais bon, vous savez, on va mettre ça dans la Constitution ou dans les traités, c'est pas grave, ça mange pas de pain, enfin, je veux dire, c'est joli, et puis ça coûte rien, et donc, le juge en fera rien, parce que c'est tellement flou. Non, le juge, il en fait toujours quelque chose. Et s'il en fait quelque chose qui est bien, c'est bien, mais s'il en fait quelque chose qui n'est pas bien, ensuite on va se rouler en boule en disant, le juge est méchant, oui, mais qui a consensualisé ça, couillon? Et donc, là-dessus, il y a en effet un enjeu de juridictionnalisation de l'Union européenne, auquel concourt l'Union, mais auquel concourt également le juge interne. Le premier gardien en la matière de l'intégration européenne, c'est pas tant la CJIE que le juge administratif et que le juge judiciaire. Et donc, on a aujourd'hui un sujet qui est un sujet vraiment juridique. L'autre élément qui, entre guillemets, implique que vous n'ayez pas vraiment de politisation possible, c'est que l'Union européenne, ça reste une organisation internationale dans sa structure. En d'autres termes,
dans le cadre de l'Union européenne, eh bien, je ne peux pas me permettre de prendre des décisions qui seraient des décisions politiques profondément tranchées. Parce que si j'ai la moitié des leaders européens qui ont été battus et qui rentrent tête basse dans leur capitale, ils ne vont pas pouvoir assumer le coût de la chose. Donc c'est forcément une forme de consensus qui va tenter de se construire et qui va jouer un double rôle pour les dirigeants européens. D'abord, il va falloir faire un consensus entre nous et donc à partir de là, ne faire aucun choix qui serait un choix profond, structurant, tranché. Et en même temps, les choix qui sont difficiles à appliquer au niveau national, ou en tout cas à assumer, eh ben, on va les porter ici. En d'autres termes, la position du gouvernement français à Paris et la position du gouvernement français à Bruxelles, lors des séances du Conseil, va parfois être très différente. Parce que vous comprenez, si on disait ça aux Français, vraiment, ils nous en voudraient. Mais si ça vient d'une directive européenne, on pourra dire « Non, mais vous comprenez, c'est l'Europe qui nous impose de faire ça ». Donc là, on va pouvoir assumer cette position parce que finalement, qui va aller regarder ce qu'a décidé le Conseil et comment a voté le ministre français lors de la séance du Conseil? Au final, pas grand monde, pas beaucoup de journalistes, et en tout cas, ça ne passera pas le mur du son de l'opinion. Donc, on a une organisation qui, structurellement, a été pensée, saisie, construite pour dépolitiser. Seulement, il n'y a pas de démocratie sans politique. La politique, c'est de pouvoir faire des choix, de pouvoir assumer ses choix, et ensuite de pouvoir être sanctionné eu égard aux choix qui ont été faits. Et ça, l'Union européenne l'empêche. Elle l'empêche parce que vous avez des gouvernements nationaux qui vont se retrouver avec une marge d'action très limitée et donc qui ne pourront pas faire des choix structurants. Et de l'autre côté, parce que l'Union européenne va donner le sentiment de faire des choix à chaque élection européenne, mais ces choix ne pourront pas vraiment être suivis des faits, quand même ils soient nets et clairs. Et au niveau interne, je crois, et je conclurai un peu là-dessus, qu'on atteint malgré tout aujourd'hui une forme d'impasse. Petite anecdote des dernières élections présidentielles. Un jour, j'ai une journaliste du Figaro qui m'appelle et qui me dit « Monsieur Morel, j'aimerais qu'on analyse les programmes concernant l'immigration des principaux candidats de droite. » Je lui dis « On va passer 2 heures assez pénibles, mais bon, banco, allons-y, allez. » Zemmour, Le Pen et Valérie Pécresse. Alors, l'idée, c'était pas d'avoir une position, quand je réponds aux journalistes, j'essaie d'avoir une vraie neutralité axiologique, donc l'idée, c'était pas de prendre position sur ces programmes, l'idée, c'était simplement de dire, est-ce faisable ou pas faisable, eu égard à la Constitution et aux droits de l'Union européenne. Alors, le programme le plus infaisable n'était pas celui de Le Pen, c'était celui d'Éric Zemmour, mais entre les deux, il y avait celui de Valérie Pécresse. Ce qui montre que là-dessus, lorsque vous avez une volonté de dire, non, mais moi, en matière d'immigration, je vais réguler et attention, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout changer, vous vous heurtez à un plafond de verre normatif. À gauche, idem, sur les sujets qui vont être les sujets sociaux. Moi, je veux bien les programmes de grands changements sociaux et écologiques, à avoir du mal à appliquer ça à droit de l'Union européenne constante, parce que c'est contraire aux traités européens. Et dire, non, mais vous allez voir, parce que si jamais on arrive au pouvoir, on va instaurer un vrai rapport de force, mais un rapport de force avec quoi? Si vous n'êtes ni en capacité de désobéir, vous pouvez toujours dire, on va désobéir, le juge interne ne vous suivra pas. Ni de dire, on va sortir totalement Frexit ou de manière sectorielle opt-out, vous n'êtes pas en capacité d'appliquer les programmes en question. Et là, il y a un vrai danger. Si demain, vous élisez un candidat à la présidentielle, de droite, de gauche, qui vous voulez, un nouveau Bonaparte, on marche comme ça en France, chaque fois on réélit le général de Gaulle, et que le général de Gaulle, version 2027, dit « je ne peux pas ». Je ne peux pas parce que j'ai des contraintes au-dessus. Eh bien, vous vous retrouvez avec le sentiment que le politique ne peut pas agir sur le réel et vous brisez encore un peu plus les ressorts politiques. On est d'une certaine façon pris dans ce jeu d'adrénaline où à chaque élection présidentielle, on se donne le sentiment d'une souveraineté retrouvée, on se donne le sentiment d'une capacité d'agir et ensuite, on redécouvre l'impotence. Et cette impotence étant impopulaire, eh bien, elle produit très vite, de la part de celui qui se voulait de Gaulle, le sentiment de n'être plus qu'un nain. Si on ne sort pas de ça, je crains malheureusement qu'en fait, à terme,
on se retrouve avec soit le développement de vraies dérives illibérales à la Trump, avec quelqu'un qui dira bah écoutez, le droit, j'en ai rien à faire, et où on met tout dans le même sac en vidant des choses qui sont quand même importantes, parce que je reste malgré tout constitutionnaliste et je pense qu'il y a quand même quelques droits fondamentaux qu'il faudrait qu'on préserve, ou bien qu'on se retrouve face à une atonie de plus en plus forte de nos démocraties, et cette atonie, bah, elle mène en effet à une forme de technocratie, à une forme de résignation. Je crains malheureusement que de ces deux alternatives, la plus probable aujourd'hui soit la première. Et l'Union européenne ne nous aura pas gardés contre les dérives autoritaires. Elle en aura sans doute été, en grande partie, la source, et elle en aurait été la motivation. Merci beaucoup Benjamin Morel pour votre intervention. Nous allons désormais donner la parole à Marlène Rosano-Grange. Alors vous publiez prochainement une histoire mondiale de la construction européenne. La plupart des dirigeants européens évoquent une Europe puissance aujourd'hui, mettent en avant le projet de militarisation du vieux continent pour chercher une autonomie à l'égard du para-américain. Vos travaux suggèrent plutôt que l'intégration européenne progressive a été facteur de vulnérabilité justement à cette influence américaine. Alors comment est-ce que vous analysez la séquence actuelle? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici, c'est un honneur, merci encore de l'invitation. Donc ma communication va viser à répondre à votre question. Donc elle s'intitule Souveraineté européenne ou dépendance à l'égard des États-Unis. Que fait l'Union européenne, notamment au regard du plan de réarmement de la Commission européenne. Comme vous avez pu l'entendre et comme ça a été dit précédemment, donc dans un moment de politique étrangère unilatérale, donc sous Trump, la présidente de la Commission européenne a décidé de lancer un plan de réarmement de l'Europe, car pour elle, je la cite, c'est le moment de l'Europe. Et donc, elle a prévu un plan de l'ordre de 800 milliards d'euros, comme ça a été rappelé. Dans la presse mainstream, ce moment est qualifié de, je cite par exemple Le Point, de tournant historique de la défense européenne. Pour l'Express, il s'agit là d'un programme de puissance économique. Pour les Échos, il s'agit là du réveil de l'Europe. Enfin, France 24 titre un de ses articles « Réarmer l'Europe et s'émanciper de Donald Trump ». Donc on a là un peu dans la presse mainstream l'idée que l'Europe pourrait être autonome stratégiquement des États-Unis. Quand on regarde un peu les déclarations des personnalités officielles américaines, par exemple le secrétaire de défense américain Pete Heggs, dans un tweet du 17 avril, exprime son contentement à l'égard de la politique européenne de réarmement, voire même l'ambassadeur américain à l'OTAN, donc je cite son tweet, dit que comme nos alliés vont augmenter leurs dépenses budgétaires, nous avons besoin de renforcer la défense industrielle, de casser des barrières et d'augmenter la capacité de production d'armes. Autrement dit, pour les États-Unis, le plan de réarmement est très bénéfique dans la mesure où il va permettre de vendre beaucoup plus d'armes. Et la question que je vais poser dans cette présentation, c'est la suivante. Comment expliquer cette contradiction dans le discours entre une Europe qui serait autonome des États-Unis et pour d'autres qui seraient dépendantes des États-Unis, par exemple en achetant encore plus d'armes? Et la thèse que je vais défendre ici, c'est que ce double discours reflète une contradiction d'intérêt, donc d'intérêt matériel, d'intérêt économique, entre une fraction du capital européen qui est intégré à l'économie américaine et des intérêts plus ancrés dans un capitalisme national.
Je vais développer cette thèse en 3 parties. D'abord, on va voir un peu quelle est la généalogie du discours de l'Union européenne comme une force autonome des États-Unis. Ensuite, on va voir que d'un point de vue institutionnel, la politique de sécurité et de défense de l'Europe, donc la politique de défense, elle est en réalité tournée vers les États-Unis. Et enfin, on va tenter d'expliquer ce paradoxe d'un point de vue d'économie politique. Donc tout d'abord, la généalogie du discours de l'autonomie de l'Union européenne. Il s'avère que dans des moments d'unilatéralisme de la politique étrangère, on entend un discours critique de l'Europe. Très brièvement, comment est-ce qu'on définit une politique unilatérale? Donc, c'est lorsque les États-Unis mettent en avant leurs intérêts par rapport aux intérêts européens, et pour ce faire, ils ne respectent pas le multilatéralisme international. Et donc, je vais prendre 2-3 exemples. Des moments d'unilatéralisme de la part des États-Unis, c'est d'abord la guerre au Kosovo en 99, la guerre en Irak en 2003, et puis le traitement de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Par exemple, lors des interventions au Kosovo et en Irak, comme on le sait tous et toutes ici, les États-Unis ne sont pas passés par le Conseil de sécurité. Mais il y a plus que ça. D'un point de vue de l'économie, lors de ces guerres, les États-Unis vont détruire des intérêts européens. Donc, par exemple, lors de la guerre du Kosovo, ce sont les usines Fiat Iveco qui vont être détruites. C'est également l'axe de transit pour le gaz russe et le pétrole d'Asie centrale vers Rotterdam. Lors de la guerre en Irak, les contrats scellés entre des entreprises européennes et le gouvernement irakien de Saddam Hussein sont tout simplement annulés par l'intervention américaine. Et donc c'est le cas de nombreuses entreprises françaises qui perdent les contrats. Donc Total, par exemple, perd l'exploitation du champ pétrolier de Majnoun. Alcatel perd 80 millions de dollars. Et il y a d'autres entreprises françaises, Peugeot, Schneider Electric, etc. Dans le cadre de la guerre en Ukraine de 2014 et de 2022, c'est plutôt l'Allemagne qui est touchée. Les grandes entreprises allemandes, donc sans rentrer dans les détails, Volkswagen, BM, donc pour le secteur de l'automobile, pour l'industrie, on a les entreprises Siemens, dans la banque et la finance plutôt la Deutsche Bank et Allianz, tout simplement perdent les contrats signés dans la région, notamment à cause des sanctions. Donc ça pénalise le capitalisme allemand. Ces guerres. Et dans ce contexte justement de perte d'intérêts européens suscités par des interventions unilatérales ou certains intérêts américains qui sont mis en avant par rapport aux intérêts européens, on entend un discours critique vis-à-vis des États-Unis. Donc par exemple, lors de la guerre en Irak, lors du sommet d'avril de 2003, donc la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, donc qui sont des puissances qui n'ont pas soutenu l'intervention de Bush en Irak. Donc ces États annoncent la création de champions européens, craignant que, et là je cite, l'industrie européenne puisse être réduite au statut de sous-traitant des principaux entrepreneurs américains. Donc là, on a une critique des États-Unis qui est assez forte, avec l'idée de mettre en place donc des champions européens dans la défense. On est en 2003. Dans le contexte de la guerre en Ukraine de 2014, les diplomates allemands vont littéralement accuser les commandants américains militaires de susciter des sentiments anti-russes chez leurs homologues ukrainiens. Enfin, dans le contexte actuel, donc en 2024, Emmanuel Macron, donc dans son discours à la Sorbonne, précise que il nous faut bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique. Donc encore une fois, de la part d'Emmanuel Macron, on a une critique des États-Unis. Et on voit que
à chaque moment unilatéral, que ce soit la guerre du Kosovo, la guerre de l'Irak ou la guerre en Ukraine, ce sont des moments d'innovation institutionnelle pour la politique de défense européenne. Donc par exemple, à la suite de la guerre du Kosovo, a lieu le sommet d'Helsinki qui parle pour la première fois d'objectifs capacitaires en termes d'armée. On a donc les missions PESD, donc politique européenne de sécurité et défense, qui sont lancées pour la première fois. On a la création de l'Agence européenne de la défense. Après la guerre, après ou pendant la guerre en Ukraine, donc on a les évolutions récentes, notamment le Fonds européen de défense, qui vise à justement donc financer une politique de la défense européenne. Donc dans ces moments de guerre où les intérêts européens, on va dire, sont un peu mis à mal par les États-Unis, d'une certaine manière, il y a la volonté de créer une Europe, de renforcer la cohésion européenne, notamment dans le domaine de la défense. Et nous allons voir maintenant que, en réalité, ces innovations institutionnelles de la politique de l'Union européenne consacrent en réalité un recentrage de l'Europe vers les États-Unis. Donc après la guerre au Kosovo, la guerre en Irak et aujourd'hui sous Trump, il n'y a pas, malgré les discours qu'on peut entendre, de préférence européenne réservée à l'industrie de l'armement européenne. Par exemple, en 2004, donc après la guerre en Irak, donc l'Agence européenne de la défense accueille en réalité les filiales américaines de l'armement, comme c'est le cas aujourd'hui dans le Fonds européen de défense. Donc les filiales américaines dans le domaine de l'armement, elles ne sont pas exclues. Il n'y a pas de préférence européenne. De même, les moments de guerre sont aussi des moments d'élargissement de l'Union européenne et d'élargissement à des États qui sont considérés comme atlantistes, notamment les pays de l'Est. Donc en 2004, donc il y a 10 États qui rentrent. Aujourd'hui, donc c'est l'Ukraine et la Moldavie qui ont le statut de candidat. De même, si on regarde l'importation donc de gaz naturel liquéfié et d'armement, on voit que la dépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis ne cesse d'augmenter. Donc par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, 80% des acquisitions militaires des États membres proviennent de sources non européennes, principalement des États-Unis. Donc 80% des acquisitions militaires proviennent des États-Unis. On a donc une dépendance qui est de plus en plus forte. Et donc aujourd'hui, c'est un peu la nouveauté de la politique de la défense européenne notamment, elle se financiarise. C'est-à-dire que des fonds d'investissement américains vont participer dans l'actionnariat de grandes entreprises de défense européennes, donc notamment Airbus. Donc par exemple, 20%, au sein d'Airbus, il y a 20% d'actionnaires américains. Au sein de Safran, on est loin du compte, mais la tendance est plutôt à la hausse. On est à 6%. Et quand je dis donc actionnariat, je parle de BlackRock, de Vanguard Group, etc. Donc les grands fonds d'investissement américains qui donc sont propriétaires d'un certain pourcentage de l'actionnariat de l'industrie de défense européenne. Donc d'un côté, lors des phases unilatérales, des intérêts européens sont touchés, ce qui débouche sur un discours critique des États-Unis. De l'autre, lors de ces phases unilatérales, on voit que les innovations institutionnelles qui sont mises en place, elles sont en réalité plutôt tournées vers les États-Unis. Donc on peut se demander comment expliquer ce paradoxe. Donc pour expliquer ce paradoxe, il faut regarder un peu plus en détail quelle est la nature et quelle est la nationalité des intérêts qui sont touchés lors de ces guerres. Donc par exemple, lors de la guerre au Kosovo, j'imagine que vous avez entendu parler de cette affaire, Halliburton, donc la plus grande entreprise, une des plus grandes entreprises, une des plus grandes multinationales américaines, obtient un contrat de 330 millions de dollars pour construire la plus grande base militaire d'Europe du Sud-Est, le camp de Bondsteel. Donc, il n'y a pas photo, on va dire, Halliburton gagne le plus gros contrat lors de la guerre au Kosovo. Néanmoins, en parallèle, les entreprises européennes, donc par exemple Vivendi, la Lyonnaise des Jeux, Siemens, etc., donc pour les entreprises qu'on connaît un peu, obtiennent également
des contrats de reconstruction, mais à une place subordonnée. C'est-à-dire que ces entreprises, elles n'ont pas la première place, mais elles peuvent quand même participer à la reconstruction du Kosovo. Surtout, après la guerre du Kosovo, est mis en place le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, donc en 1999, qui est un grand plan de financement donné par différents acteurs multilatéraux, donc l'Union européenne, les États-Unis, également la Banque mondiale, l'OSCE, etc. Donc on va dire toutes les organisations internationales qui font crédit d'habitude, et l'Union européenne et les États-Unis mettent en place donc ce grand plan de reconstruction de la région, incluant donc 10 États très importants, notamment l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, etc., pour que ces États achètent pour que ces États contractualisent avec des entreprises, qu'elles soient américaines, européennes, peu importe. Donc, d'une certaine manière, après la guerre du Kosovo, il y a une sorte de redistribution des intérêts à la faveur des États-Unis, mais qui profite aussi de façon secondaire aux intérêts européens. Et c'est la même chose en Irak et en Afghanistan. Par exemple, en Irak et en Afghanistan, le montant total des contrats post-guerre attribués aux entreprises américaines s'élève à 50 milliards de dollars. Donc clairement, les 150 entreprises qui bénéficient le plus de la reconstruction de l'Irak et de l'Afghanistan sont américaines. Néanmoins, les entreprises européennes peuvent aussi participer à cette reconstruction, mais à une place secondaire. Par exemple, British Petroleum, Royal Dutch Shell sont les entreprises qui bénéficient le plus des contrats pétroliers post-2003. De même, lors de la guerre en Ukraine aujourd'hui, donc on a souvent entendu parler donc du fonds d'investissement que Trump a négocié avec le gouvernement ukrainien pour exploiter les ressources naturelles, avec évidemment la première place donnée aux États-Unis. Néanmoins, en ce moment, la France et l'Allemagne sont également en train de négocier avec le gouvernement ukrainien que leur propre fonds d'investissement puisse aussi participer à cette exploitation. Et il ne fait presque aucun doute que Trump ne va pas s'y opposer. Donc, lors des phases de guerre dites unilatérales des États-Unis, qui ont lieu donc dans les sphères d'intérêt auparavant européennes, donc l'Irak avec Total notamment, l'Ukraine plutôt les intérêts des entreprises allemandes, l'objectif pour les États-Unis est de récupérer la première place, mais tout en accordant une position subordonnée aux États européens. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement donner une place secondaire aux intérêts européens? Parce qu'en fait, ces intérêts ne sont pas purement européens. Les entreprises qui perdent les contrats lors de ces guerres, elles sont aussi financiarisées. Et elles sont aussi intégrées à des fonds d'investissement américains, donc avec une part d'actionnariat assez variable. Et c'est le cas donc des entreprises qui perdent les contrats, par exemple Fiat lors du Kosovo, Total en Ukraine et Siemens, par exemple, aujourd'hui lors de la guerre en Ukraine. Donc ces entreprises sont partiellement financiarisées, c'est-à-dire partiellement financées, ou en tout cas avec de l'argent provenant de fonds d'investissement américains. Et ces entreprises, elles font partie du plus grand lobby européen qui s'appelle la Table ronde des industriels européens, donc le RT en anglais, qui est un lobby qui a été créé en 1983 par la Commission européenne. Donc la Commission européenne crée un lobby à l'époque représentant les plus grandes entreprises industrielles européennes, mais qui sont aujourd'hui en réalité partiellement intégrées dans le capitalisme financiarisé américain. De plus, si on regarde un peu les chiffres, le nombre de filiales américaines en Europe ne cesse d'augmenter. Donc, pour savoir un peu, pour essayer d'évaluer un peu leur nombre, un indicateur assez pertinent est les investissements directs à l'étranger. Et donc, on regarde, on voit qu'entre 1982 et 2004, la part des investissements directs à l'étranger américains en Europe passe d'une base déjà très solide de 40% à aujourd'hui 60%, alors que les États-Unis sont dans un contexte de stagnation des investissements directs à l'étranger. Donc ça veut dire qu'ailleurs, les États-Unis réduisent leurs investissements directs à l'étranger pour les réallouer en Europe. On a donc
une intégration économique et financière transatlantique très dense. Et un exemple, c'est que donc l'ERT, donc la table ronde des industriels, donc le lobby qui accueille toutes les plus grandes entreprises européennes partiellement financiarisées, donc l'ERT, il s'oppose à la taxe Tobin, à la première taxe Tobin, donc proposée par la Commission donc en 2010, avec également toutes les grandes banques et les grandes entreprises américaines. Donc en termes de lobbying, ils ont une action qui est organisée. Donc, dans les périodes unilatérales, cette fraction transatlantique et donc ces intérêts européens partiellement intégrés au capitalisme américain, elle est affaiblie. Elle est affaiblie car les États-Unis menacent, par exemple, aujourd'hui de se retirer de l'OTAN si les Européens ne font pas ce qui est attendu par les États-Unis. Et donc cette fraction de classe, elle est menacée d'une certaine manière. De même, lorsque Biden, à l'époque, met en place un acte comme l'Inflation Reduction Act pour rapatrier les capitaux vers les États-Unis, cette fraction de classe transatlantique, elle est affaiblie. Et donc, elle demande d'une certaine manière le retour des États-Unis. Elle demande la protection de l'OTAN pour accumuler sereinement. Et c'est la raison pour laquelle ces grandes entreprises, donc les grandes filiales américaines, les filiales de Google, par exemple en Europe, de Meta, d'Apple, etc., et même les filiales d'armement européennes défendent le plan de réarmement de l'Union européenne, parce que ça correspond à ce qui est attendu en réalité. Et c'est la même chose pour le rapport Draghi qui, lui, a un peu anticipé le plan de réarmement d'Ursula von der Leyen. Et donc, lorsque les États-Unis agissent unilatéralement, ils affaiblissent cette fraction transatlantique du capital en Europe. Comme elle est affaiblie, ça permet l'expression d'intérêts qui d'habitude sont généralement dominés, comme les champions nationaux, qui eux sont moins dépendants du capital américain. Et c'est le cas, par exemple, de l'entreprise française Dassault, qui, contrairement à Safran, contrairement à Airbus, dépend pas du capital américain parce que son actionnariat ne comporte pas du tout d'acteurs américains. Et donc je cite le PDG de Dassault Aviation: la situation géopolitique va renforcer la stratégie française, initiée par le général de Gaulle, d'une défense autonome. Donc là, on est encore dans l'idée d'une défense autonome de l'Europe. Mais en ce qui concerne les autres pays européens, qui ont jusqu'ici acheté du matériel américain, j'attends de voir si cet éveil se traduira par une véritable volonté de construire une industrie de défense autonome. Ainsi, dans des moments justement où les États-Unis mettent en avant leurs intérêts, dans des moments unilatéraux, ça affaiblit la bourgeoisie transnationale, donc comme on dit un peu dans un jargon, on va dire un peu poulanzasien, un peu hétérodoxe en économie politique, et ça permet en même temps l'expression d'intérêts d'habitude qui sont dominés. Et donc en conclusion, on peut dire que la politique de défense de l'Union européenne, elle est une condensation d'intérêts contradictoires entre d'un côté une fraction transatlantique, donc les filiales américaines présentes sur le territoire européen et les entreprises européennes qui sont financiarisées. Donc cette fraction transatlantique qui s'exprime à l'échelle européenne et au sein des États membres, et de façon secondaire une fraction nationale du capital qui est en réalité minoritaire, peu dépendante des capitaux états-uniens et qui se traduit plutôt au niveau des États membres. Ainsi, l'Union européenne ne peut agir comme troisième force ou comme force autonome des États-Unis. Elle ne peut seulement favoriser les champions nationaux, mais dans une position qui est largement subordonnée. Merci. Merci beaucoup. Alors nous allons prendre quelques questions du public. Oui.
J'ai deux questions, une sur la politique intérieure et une sur la plus internationale. La première sur la politique intérieure, c'est plutôt sur la. Quand je vous entends, en fait, je me demande quel est l'avenir de la gauche, en fait, dans toutes ces questions. Au niveau national, on voit qu'elle a abandonné énormément de débats. Elle ne veut pas parler d'immigration. Elle s'interdit tout débat parce qu'elle croit en l'Union européenne comme une religion. Et du coup, la question, c'est est-ce que la gauche a vraiment un avenir, peut servir d'alternative aujourd'hui, ou va être amenée à dépérir, comme on le voit dans les autres pays. Et par ailleurs, c'est au niveau international, on a vu depuis les années 90 et les années 80 un développement énorme des organisations internationales qui ont pris énormément de place, notamment l'OMC, l'Union européenne, etc. Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'avec le Covid, il y a une faillite de ces organisations internationales, et notamment les États-Unis et les mouvements libertariens ont complètement dénoncé la politique de l'OMS qui n'a fait que reprendre celle de la Chine, extrêmement attentatoire en termes de liberté. Et donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à un mouvement de déconstruction des organisations internationales dont l'Union européenne fait partie et qui va conduire à peut-être sortir de cette impasse. Alors on va prendre plusieurs questions. Bonjour, moi je parle en tant que Belge, donc en Belgique, l'extrême droite n'est pas aussi forte, n'est pas aussi importante qu'en France. D'ailleurs, la gauche plutôt marxiste-léniniste même, le Parti du travail belge, est une force assez importante en Belgique au niveau fédéral. Et donc, je suis un peu moins pessimiste que le premier, que vous. Et donc, ma question, c'est si une gauche arrive au pouvoir avec un programme de rupture, avec le capitalisme, le néolibéralisme européen, est-ce que elle peut, quelles sont les solutions face à Bruxelles? Est-ce qu'il faudrait désobéir, comme par exemple Mélenchon dit, ou faut-il faire une sorte de Brexit progressiste, ou faut-il, je sais pas, être Lénine et complètement chambouler tout l'ordre. Donc voilà. Bonsoir, merci. C'est sur votre dernière intervention. Alors peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai du mal à comprendre en quoi est-ce que le détournement aujourd'hui des États-Unis et le mouvement unilatéral que vous mentionniez justifie pour cette fraction transatlantique le fait par exemple, de ne pas conditionnaliser le plan ReArm Europe à une production locale. C'est-à-dire, quand bien même le retrait américain les met en péril, les met en difficulté au point de vue sécuritaire, en fait, que ce soit les champions nationaux comme Dassault, ou bien Safran, Airbus, etc., ils ont un intérêt quand même à un seuil d'indigénéité, comme on dit par exemple dans la production de ReArm Europe, de l'investissement dans l'industrie de défense européenne. Du coup, voilà, c'est pour savoir comment est-ce que vous expliquez que ce soit pas plus poussé et que typiquement la position française d'essayer de construire ça parce qu'il y a une industrie d'armement française ne soit pas plus relayée dans l'industrie de défense européenne. Oui, merci du coup pour votre présentation. Monsieur Morel, j'avais une question. Donc vous avez mentionné dans votre présentation qu'il y avait de très nombreux pays dans le monde, la plupart des démocraties souffraient de ce mal, de cette impotence politique. Pourtant, la plupart de ces pays ne sont pas dans l'Union européenne. On peut même penser aux États-Unis, qui sont normalement un pays qui devrait avoir encore les moyens de faire des choix politiques. Ma question est la suivante. Est-ce que l'Union européenne n'est pas plus une justification, une fiction qui justifie cette impotence? Et si c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas plutôt un problème avec notre modèle de démocratie libérale dans la manière dont on l'a développé sur les 100 dernières années en Occident et dont on l'a exporté? Bonsoir, merci pour cette conférence. Ma question va porter sur une situation qui m'apparaît paradoxale dans la diplomatie française. C'est que d'un côté, nous sommes un pays qui dispose de territoires un peu partout dans le monde, dans tous les océans. Nous sommes un pays qui disposons de l'arme atomique, d'un siège en tant que membre permanent au Conseil de sécurité. Et on a une longue tradition diplomatique qui s'est exportée, qui s'est déployée à travers le monde, pour le meilleur comme pour le pire, depuis un certain temps. Et à côté de cela, on a, depuis l'étranger notamment, une vision de la France qui est celle d'un pays qui est eurocentré et atlantico-centré, je ne saurais pas trop comment le dire autrement, mais oui, qui est centré sur l'Europe.
Et vous avez dit auparavant que l'Europe était une construction et qu'elle aurait pu avoir des formes assez différentes en fonction des embranchements historiques, en fonction des décisions. Et justement, est-ce que, compte tenu de cette ouverture mondiale qu'a la France, non pas la forme actuelle que prend l'Union européenne ou son évolution, est-ce que l'Union européenne et la construction européenne en elle-même est une nécessité, en fait, au-delà de sa forme actuelle? Merci pour toutes ces questions passionnantes. Je vais répondre assez brièvement sur la question sur Dassault et en général l'armement en France. Les industries d'armement françaises sont en réalité très peu compétitives. Et donc elles espèrent évidemment avoir des contrats, mais voilà, elles verront pas les contrats clairement, parce que même si on, bon, au-delà de la question des États-Unis, en fait. L'Italie, par exemple, avec Leonardo, est beaucoup plus compétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, l'Italie a une politique, on va dire, industrielle étatique, alors qu'en France, il y a plutôt... il y a quand même pas mal d'études qui le montrent, notamment, je pense, le dernier rapport de la commission de l'Assemblée nationale sur les questions de défense, qui montre que la France n'est pas du tout souveraine. Et qu'en réalité, toute la politique industrielle de la France, elle est très, 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 très faible. Et l'armement français est en déclin total. Donc, Dassault espère avoir des contrats, mais probablement, ils en auront pas. Enfin, ou en tout cas, très peu. Je veux dire, si on compare notamment avec d'autres entreprises européennes, notamment Leonardo en Italie. Ensuite, je vais répondre à la question sur la faillite des organisations internationales. J'ai l'impression qu'il y a quand même des moments de haut et de bas, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on vit une période d'unilatéralisme de la part des États-Unis sous Trump. Il y a eu Bush en 2003 avec justement cette politique unilatérale au-delà de la question de la guerre en Irak. Il y avait les guerres commerciales au sein de l'OMC, il y avait les États-Unis qui se retirent de je sais pas combien de conventions internationales sur l'environnement, sur les mines antipersonnelles, etc. Donc on a déjà eu des phases comme ça en réalité, même depuis les années 80. En fait, depuis le tournant néolibéral, il y a eu au sein de la politique américaine des moments où il a fallu reprendre les devants par rapport aux règles multilatérales et défendre des intérêts précis, donc des intérêts américains. Donc je pense qu'il y a vraiment des hauts et des bas dans l'histoire. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte de la rivalité avec la Chine, je pense que ces moments unilatéraux vont aller, vont être de pire en pire, avec des institutions internationales qui seront de moins en moins respectées, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une question de survie pour les États-Unis que de mettre en avant ses intérêts, notamment dans le contexte de la rivalité avec la Chine. Oui, brièvement pour que tout le monde puisse s'exprimer. Dans le prolongement de ce que vous avez dit, on peut rappeler que tout système de droit comporte aussi une part de croyance. Et je ne pense pas que le système international échappe à cette règle. Et la difficulté aujourd'hui, c'est pas que ça fonctionne mal, parce que tous les jours, le Conseil de sécurité vote des trucs. Là, il est en échec spectaculaire sur le Proche-Orient et sur l'Ukraine, mais il vote régulièrement. Il y a, je crois, 50 résolutions par an. Donc quelque part, ça continue de fonctionner. En revanche, il n'y a plus la croyance dans les vertus du multilatéralisme. Et comme ma voisine vient de l'exprimer très bien, il y a la tentation de, à l'ancienne, régler ça à l'unilatéral, au rapport de force, à la logique de brutalité. Et le défi, c'est pas tellement de bricoler de nouvelles institutions, c'est de réactiver la volonté de la coopération internationale et du multilatéralisme. Et ça, c'est un défi politique, et c'est pas ça qui domine en ce moment même de la part des Européens, qui sont supposés être les meilleurs défenseurs du multilatéralisme, mais qui sont, on l'a dit, eux aussi devenus des va-t-en-guerre. Donc on a là aussi un problème politique. Comment on réinvestit la scène internationale avec des idées, avec de l'envie de coopérer,
avec l'idée de la paix, avec des choses qui permettent de construire. Deuxième remarque que je ferai en reprenant dans l'ordre les questions qui ont été posées. L'une des difficultés de la construction européenne, c'est qu'elle ne recoupe pas exactement le clivage droite-gauche. C'est-à-dire, moi je pense que le clivage droite-gauche existe. Il y a une droite, il y a une gauche, ça c'est sûr. Mais du point de vue de la construction européenne, ça colle pas. C'est-à-dire, vous avez dans les gens qui se proclament de gauche et dans les gens qui se proclament de droite, des gens qui pensent des choses diamétralement opposées sur l'Europe, qui sont fédéralistes, qui sont souverainistes, qui sont pour le libéralisme, etc. Donc, on peut pas traduire, à mon avis, le débat européen en termes droite-gauche. Et c'est aussi pour ça qu'on est en échec. Et c'est pour ça qu'après le 29 mai 2005, il y a eu une aventure pathétique du candidat de nom de gauche qui a fait même pas, ils étaient 2 à la fin, ils ont même pas fait 5%, ils ont transformé 55% en 5%. Parce qu'ils ont voulu faire rentrer dans le cadre du clivage droite-gauche quelque chose qui était, le 29 mai 2005, une manifestation de souveraineté populaire et qu'il fallait prendre d'une manière collective, en demandant la démission du président, la dissolution de l'Assemblée nationale, l'élection d'une assemblée constituante, des choses collectives. Donc ça, ce défi est toujours devant nous parce que, à vouloir rentrer dans le clivage droite-gauche, on est obligé de faire des compromis. Parfois, au premier tour, on avance un peu sur ce qu'on pense, et au deuxième, on fait des ralliements un peu bizarres. Parce qu'il faut se rallier derrière la gauche, il faut se rallier derrière la droite, et au bout du compte, ça ne ressemble à rien. Donc il faut repolitiser, et à mon sens, la seule manière de repolitiser, c'est de repartir du 29 mai 2005, et ça rejoint une autre question, c'est-à-dire de la démocratie. La seule manière de se sortir de là, c'est de refonder une démocratie un peu vivace, où on va pouvoir à nouveau reposer les questions. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe ? Où est-ce qu'on veut aller ? Quels sont nos engagements ? Quels sont nos intérêts ? Quelles sont nos alliances ? Et là-dedans, vous retrouverez effectivement des divergences droite-gauche, bien sûr. Mais si on ne peut pas, si vous voulez, refonder un clivage droite-gauche, il n'y a plus de politique. C'est ça que je veux dire. Donc, ça se discute, mais à mon avis, il faut commencer par refonder la politique. Et pour pas, et en particulier la démocratie, en repassant la parole au peuple français. Mais bon, sur la diplomatie française, là je vois que je suis beaucoup trop longue, pardon. La France a beaucoup investi dans la construction européenne, mais à l'époque, dans les années 50, l'Europe était conçue comme un prolongateur de la puissance française déclinante. Parce qu'on perdait l'empire colonial, donc on a voulu faire de l'Europe un prolongateur de puissance, et on est allé d'échec en échec. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de faire des compromis, et on a beaucoup perdu dans cette histoire, l'industrie en particulier. Et aujourd'hui, effectivement, se pose la question de cet engagement-là. Il faut le poser calmement, il y a peut-être une autre façon d'être dans l'Europe. Et l'une des choses qui a aggravé la situation, c'est quand Nicolas Sarkozy a fait faire à la diplomatie française un virage occidentaliste. C'est-à-dire qu'il nous a inscrits complètement, c'est à mon avis une erreur de fond, mais c'est aussi une erreur conjoncturelle, il nous a inscrits dans le camp occidental au moment où l'Occident commençait à être attaqué de manière structurée par d'autres zones géographiques, notamment ce qu'on appelle abusivement le Sud global. Et on n'est pas sorti, malheureusement, pas plus avec François Hollande qu'avec Macron, de cette occidentalisation qu'on voit, ce qui explique nos difficultés avec le Proche-Orient, parce qu'on voit les choses en utilisant cette grille de lecture. Donc je pense effectivement comme vous, sans forcément abandonner le continent européen, qu'il faut se redéployer en retrouvant effectivement une marge de manœuvre qui correspond à l'histoire de France, par ailleurs. La France est une puissance mondiale moyenne, mais une puissance mondiale qui a des intérêts en Afrique, qui a des intérêts en Amérique latine, qui a des intérêts partout, qui est l'un des rares pays qui est présent sur tous les continents, et qui, en ce moment, vu les recompositions géopolitiques, pourrait, si elle renouait avec cette histoire, je veux dire, s'il y avait un De Gaulle en ce moment, il aurait un tableau de bord devant lui, parce que toutes les pièces bougent en même temps, et au lieu de toutes les utiliser, nos dirigeants n'en utilisent qu'une, l'Europe. Donc effectivement, il faut reprendre en main notre histoire longue et se projeter à l'échelle du monde pour être le pays qu'on pourrait être, c'est-à-dire une puissance qui parle à tout le monde, une puissance intermédiaire, qui peut légitimement le faire parce qu'au sein de l'Occident, on a toujours eu notre petite voix. Depuis la Révolution française, on a toujours eu cette petite trajectoire. Tout en étant une puissance impérialiste, etc., c'est vrai. Mais on avait cette petite voix, on en a besoin maintenant, parce que si on la retrouve pas, on va disparaître, tout simplement. La France va disparaître
de l'échiquier international. Non, pas du tout, aucun problème. C'était passionnant et je suis d'accord avec tout. Donc, alors peut-être réponse à 3 questions plus sur le côté interniste. Hein, je joue plutôt l'interniste ce soir. Alors sur la question qui m'a été posée, je ne sais plus par qui, c'était par là, sur est-ce que c'est la faute uniquement de l'Union européenne? La réponse est non. Alors un jour, il faudra que j'arrête de raconter cette anecdote parce que je la raconte trop souvent. Mais il y a quelques mois, j'étais invité à la radio-télévision suisse. Et le thème du débat, c'était « La France va mal, la Suisse c'est pire ». Je n'étais pas vraiment d'accord avec eux. Mais malgré tout, nos camarades helvètes ont l'impression de vivre une crise politique profonde, etc. Et donc, c'est pas que franco-français, c'est en effet beaucoup plus occidental. Mais je crois que ça a 2 sources profondes. La première source, c'est malgré tout les rapports développés, notamment en matière économique, entre les États, qui font que vous pouvez difficilement bouger une politique interne, notamment d'un point de vue économique, sans remettre en cause ses interdépendances. Deuxième élément, ça a été évoqué, mais la naturalisation d'une idéologie en raison. En d'autres termes, être contre le libre marché, c'est pas une option idéologique, c'est une erreur de raisonnement. Et donc, on a naturalisé une idéologie comme étant un élément scientifique en raison. Le problème, c'est que l'Union européenne développe ces 2 aspects, en à la fois stimulant, consacrant et gardant juridiquement une multitude d'échanges et en mettant dans le domaine marchand des choses que l'on n'aimerait pas mettre. Et l'autre élément, eh bien, en consacrant une idéologie en raison juridique. Et en faisant qu'ensuite, le juge devienne le gardien, le garde-fou de ces aspects idéologiques. Et donc, l'Union européenne n'est pas, je dirais, la source de tout ça, elle en est un facteur aggravant, elle en est la consécration presque systémique, la consécration même très systémique. Et donc, en la matière, je continue à penser que les Suisses vont quand même mieux que nous. Voilà. Même si il y a des choses à dire sur la Confédération helvétique. Sur la question de la gauche qui a été évoquée, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Alors, il y a 2 aspects, il y a 2 façons de traiter un petit peu ce sujet qui m'apparaissent complémentaires. D'abord, la gauche ne se suffit pas à elle-même. 2 éléments à bien comprendre. Quand vous regardez les totales gauches aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, c'est 30 à 35%. Ça suffit pas à prendre le pouvoir. En même temps, quand vous posez une question, ça aussi, peut-être qui était là hier, je ne vais pas faire chaque fois les mêmes blagues, mais prenez un sondage profond sur un sujet structurant, pain au chocolat contre chocolatine. Hein, on sait bien que la bonne réponse n'est pas au chocolat. Si vous prenez ce sondage, très sérieux, l'IFOP, etc., vous avez dans ce sondage, en règle générale, une ventilation par courant politique. Combien de partisans, moi je sais pas, du Parti socialiste disent pain au chocolat et combien disent chocolatine. Très bien. 50% des sympathisants socialistes disent pain au chocolat. Comment est-ce que je sais ça? Je sais ça parce qu'il y a une sous-question dans mon sondage qui est de quel parti êtes-vous le plus proche? Au milieu des années 2000, ils ont rajouté ou le moins éloigné. Cette sous-question qui conditionne ensuite ma ventilation, il y a entre 4 et 6 Français sur 10 qui n'y répondent pas. En d'autres termes, j'ai à peu près la moitié de l'électorat qui n'est pas de gauche, qui n'est pas de droite, qui est paumé. Ça veut dire, si on voit le mauvais côté des choses, que la gauche est minoritaire. Si on voit le bon côté des choses, ça veut dire qu'elle a potentiellement des réserves. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Et d'ailleurs, les grands débats aujourd'hui à gauche, Mélenchon, Ruffin, etc., c'est comment est-ce qu'on va chercher des électorats qui peuvent être différents, mais comment est-ce qu'on va les chercher? Vous n'allez pas les chercher en disant « Ah ben on va construire des arcs-en-ciel européens et on va être heureux dans un monde de bisounours parfaitement d'accord et on ne va absolument pas mener de politique économique ambitieuse parce que le point commun de tous ces électeurs, c'est qu'ils veulent plus de social. On dit la France est structurellement à droite. Vous prenez les sujets d'identité d'immigration, on peut le regretter, mais c'est le cas. Par contre, vous prenez les sujets sociaux, la France est à gauche, voire même très à gauche. 80% des Français étaient contre la réforme des retraites. Si vous arrivez en disant « Ah ben non, ça c'est contraire aux traités, donc on ne pourra pas faire de politique économique et sociale ambitieuse », cet électorat, vous l'abandonnez.
il ne viendra pas voter pour vous. Donc je pense que malgré tout, le fait de se réinterroger sur la question européenne et de se dégager des marges de manœuvre est une nécessité si la gauche demain veut à la fois revenir au pouvoir et, si elle y parvient, éviter de décevoir. Et ça me ramène à la troisième question auquel je peux essayer de répondre. Comment est-ce qu'on peut faire d'un point de vue juridique ? Il y a deux voies, en fait, qui sont en règle générale, il peut y en avoir d'autres. La première voie, c'est celle de la désobéissance. La voie de la désobéissance, elle est complexe, pour deux raisons majeures. D'abord parce que les principaux gardiens de l'application du droit européen, ils ne sont pas au niveau de l'Union, ils sont au niveau français. C'est les juges de droit interne. Et en la matière, aller convaincre l'indépendance de la justice, aller convaincre le juge administratif et le juge judiciaire de faire prévaloir la loi sur le traité européen, ça ne va pas être facile. Alors il s'agirait de constitutionnaliser la désobéissance. Pourquoi pas? Encore faudrait-il que ce soit suivi, parce que les juges internes ne font pas toujours ce que l'on veut quand on modifie la Constitution. Mais c'est un autre débat. Quand même, ils le fassent, vous tombez sur un autre os. L'Union européenne, ce n'est pas un État. Il n'y a pas une administration, il n'y a pas une armée, il n'y a pas l'organisation matérielle d'un État. L'Union européenne, c'est un ordre juridique. L'Union européenne peut accepter que parfois on mène des politiques qui soient des politiques divergentes. Ce qu'elle peut très difficilement, c'est accepter la remise en cause du fondement même de l'ordre juridique européen, c'est-à-dire la primauté du droit. À chaque fois que ça accroche, regardez ce qui s'est passé il y a quelques années avec la Pologne, c'est parce que justement on remet en cause l'ordre juridique européen. Parce que si les États commencent à dire « moi je désobéis, moi je désobéis, moi je désobéis », c'est tout le modèle qui s'écroule. Et donc là, il faut, je ne crois pas penser qu'on va désobéir gentiment et que Bruxelles va dire « oh, nous ne sommes pas vraiment contents, mais vraiment ne désobéissez pas ». Non, là on rentre en vraie crise et il faut en être capable, il faut être capable de tenir le bras de fer, c'est compliqué. Et l'autre élément, l'autre voie entre guillemets, mais qui mène également à une forme de crise, c'est la stratégie des opt-out. On cite souvent l'Irlande, le Danemark en matière d'opt-out. Autrement dit, certaines clauses du traité que vous refusez d'appliquer. On pourrait par exemple refuser d'appliquer certaines clauses des traités sur la mise en concurrence dans certains domaines économiques qui tendraient les services publics. Seulement, quand les Danois, les Irlandais, les Anglais naguère avaient des opt-out, c'est parce qu'au moment de la négociation du traité, ils disaient « nous, on ne signera pas, on ne ratifiera pas le traité si vous ne nous mettez pas ça ». Là, on n'est pas dans cette position-là. C'est des traités qui ont déjà été adoptés. Et donc, si on modifie les traités, il faut faire quoi? Il faut que les 27 États ratifient notre opt-out. Ça veut dire que Malte a un droit de veto. C'est évidemment compliqué. Ça implique de faire un bras de fer. Le seul qui est un peu parvenu à ça, c'est Cameron. Quand il a dit, écoutez, nous, on veut des traités sur mesure, sinon on sort. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris Cameron au sérieux? Parce qu'il a dit, sinon on sort. Si vous arrivez en disant « on va surtout pas sortir parce qu'on est attaché à l'Union européenne, mais s'il vous plaît, on aimerait bien des opt-out », là, la Commission européenne et les 26 autres États vont vous regarder en disant « c'est cela, oui ». Donc, si jamais il n'y a pas une position qui est une position crédible de potentielle sortie, je crains malheureusement que l'option des opt-out soit une option un peu illusoire. Alors, je vous pose une question, parce que vous n'avez pas parlé de la possibilité qui existe en droit international de faire des réserves à des traités. Donc ça, c'est unilatéral, il n'y a pas besoin de l'accord des autres. Et deux, de la dénonciation de traités. Donc pourquoi? Alors, pour les réserves, parce que les réserves, ça implique deux choses qui ne sont pas possibles dans le cadre des traités européens. Premièrement, ça implique que le traité n'est pas encore, ne soit pas encore rentré en vigueur. Alors là, il est rentré en vigueur. Et deuxième élément, les traités européens explicitement excluent les réserves. Et donc, on ne peut pas le faire, mais je parle peut-être sous le contrôle de l'internationaliste, on ne peut pas le faire dans le cadre des traités européens. L'autre élément, vous évoquez d'énoncer les traités, on pourrait, et même on l'a intégré d'une certaine façon dans, pour le coup, le traité de Lisbonne, on pourrait très très bien imaginer, pour le coup, le Frexit. Mais en revanche, là, c'est un coup politique dont on peut discuter, mais qui est un coup politique qui est très fort et c'est une vraie rupture. Dans tous les cas, je dirais qu'on rentre ensuite dans un bras de fer qui est un bras de fer fondamentalement politique, mais peut-être que l'internationaliste aura des éléments plus précis à donner.
Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à nos invités. Je pense qu'on peut les applaudir très fort.